Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce JT. C'est le Grand Chelem pour la gauche dans le Finistère, vague rose dans les 8 circonscriptions du département. Aujourd'hui, nous revenons sur le second tour des élections législatives avec Olivier Clèche, directeur de TBO. Bonjour Olivier. Bonjour Marina. Alors, fait marquant de ce second tour, le Finistère est entièrement passé à gauche. C'est inédit. Effectivement, c'est un score historique. Il y avait certains bastions de la droite dans le Finistère qui n'avaient jamais cédé jusqu'à présent. Et là, la vague a tout emporté. C'est notamment très sensible et très fort dans 2 circonscriptions. Brest rural, donc où Marguerite Lamour a perdu face à Jean-Luc Bleunven. Et puis la circonscription de Landerneau-Landivisiau où Jacques Le Guen a été sévèrement battu par la socialiste Chantal Guittet. Et puis la 3e circonscription qui était tenue par la droite, mais le candidat sortant ne se représentait pas, c'est celle de Châteaulin, Carhaix-Crozon, où le socialiste Richard Ferrand a lui-même largement remporté le combat face à Dominique Cab, le maire de Plougastel. Qu'est-ce qui peut expliquer des scores historiques pour le Parti socialiste? Parce qu'on parlait de scores de plus de 60% pour certains candidats, 65,78% pour Gilbert Lebris sur la circonscription de Concarneau, 66,84% pour Patricia Adam sur Brest-Ville. C'est énorme. Oui, alors il y a certainement une explication dans l'espèce de lame de fond un peu socialiste qui se situe donc dans le phénomène de la présidentielle. Donc il y a une confirmation de la vague rose de la présidentielle assez forte, peut-être parce que les Bretons sont des gens finalement assez cohérents et quand ils font un choix une fois, ils ne se dédisent pas la fois suivante, ils le confirment, c'est ce qu'on constate. Il y a sans doute aussi une explication dans une évolution de la sociologie de toutes ces circonscriptions, le phénomène urbain, vous parliez de Brest, là on pense qu'il y a vraiment une amplification du vote de gauche dans les grandes villes, et puis globalement dans les campagnes aussi, une campagne qui n'est plus la campagne rurale conservatrice qu'elle fut à une époque, mais une campagne où il y a des gens jeunes, actifs, branchés sur Internet, et qui aussi sont peut-être plus sensibles aux arguments de la gauche que par le passé. Et c'est vrai dans le Finistère, mais la vague rose a également déferlé sur les autres départements voisins. Effectivement, d'ailleurs, certains candidats de droite battus s'empressent de dire que ce n'est pas sur leur nom qu'il y a eu des fêtes, mais que c'est un phénomène beaucoup plus général, et on le constate dans le Morbihan, par exemple, où François Goulard, l'ancien maire de Vannes, le président du Conseil général du Morbihan, qui était une des figures fortes de la droite, a été battu par le maire de Saint-Avé, Hervé Pellois. D'autres circonscriptions sont tombées à gauche, c'est celle de Pontivy, de Plouarmel, d'Hennebont. Dans les Côtes-d'Armor, il y en a qu'un qui a sauvé sa tête, c'est Marc Le Fur, dans les circonscriptions de Lamballe-Loudéac, qui du coup d'ailleurs fait figure d'homme fort de la droite à la Pointe de Bretagne. En Ille-et-Vilaine, les positions sont restées un peu plus stables, mais c'est quand même un score de 5-3, 5 contre 3 circonscriptions qui sont restées à droite. Donc on voit bien que c'est un phénomène quand même assez général, sauf effectivement dans le noyau démocrate chrétien d'Ille-et-Vilaine où la droite a conservé quelques positions. Alors, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ces élections en Finistère? Il y a quand même eu une grosse surprise, si on peut dire, c'est Jacques Le Guen qui a été vaincu. Jacques Le Guen, ça a été la grosse surprise parce que effectivement sa circonscription c'était un bastion de la droite conservatrice. Il avait été élu au premier tour en 2002, réélu assez confortablement en 2007 et je pense que lui-même, en jugé par sa réaction, n'imaginait pas prendre une défaite aussi cuisante puisque sa concurrente est arrivée avec près de 57% des voix. Donc là aussi une explication probablement liée à la sociologie de sa circonscription, à un style de campagne aussi, un style politique peut-être qui trouve un peu ses limites. On a entendu des commentateurs comme Laurent Prunier par exemple hier qui militait pour un rajeunissement des cadres de l'UMP dans le Finistère. Donc ça c'est un chantier qui va devoir certainement ouvrir dans les prochaines années. Voilà, mais effectivement ça c'est la grosse surprise de ce scrutin. En tout cas, ces élections législatives n'ont plus de secret pour les Finistériens qui ont regardé TBO parce que nous étions au rendez-vous pour ces élections finalement. Quel bilan on peut tirer? Pour moi, c'est un objet de fierté parce que c'est vrai que c'était les premières grandes élections depuis que TBO existe. On a produit pratiquement près de 17 heures de programme là-dessus, plus de 70 heures d'antenne où chaque candidat a pu prendre la parole, s'exprimer, se faire connaître du public. Je pense que c'était notre rôle. Merci beaucoup Olivier Clèche d'être venu sur ce plateau pour commenter le second tour des élections législatives. Et on poursuit avec l'actualité de ce lundi 18 juin dans le Finistère. Jour J pour le bac de philo. Ce lundi, 6600
600 candidats finistériens au bac général et technologique ont planché sur 3 sujets au choix. On les découvre tout de suite avec Frédéric Lorenzon. Il s'est rendu au lycée Vauban à Brest, rencontre avec des lycéens en terminale scientifique. Au lycée Vauban, 1400 élèves étudient en filière technique et scientifique. Mais ce lundi matin, il n'était qu'une cinquantaine convoqués pour l'épreuve de philosophie. C'est un peu pile ou face quoi la philo, mais moi je trouve que ça met plus en confiance que commencer par d'autres matières comme les maths. Je m'y suis pris un petit peu tard, mais je pense que ça devrait aller, je pense que j'ai révisé assez. J'espère me choper un 15 comme l'année, mais je pense que ça va être quand même un peu dur pour le bac. Quelques minutes avant 8 h, c'est l'ouverture des sujets. Les candidats ont 4 heures et au choix, la dissertation ou le commentaire de texte. À la fin de l'épreuve, les candidats pensent avoir fait le bon choix entre le devoir de vérité, la liberté avec ou sans l'État, ou l'explication d'un texte de Jean-Jacques Rousseau. J'ai choisi, avons-nous le devoir de rechercher la vérité. J'ai fait une copie, donc ce que j'avais peur, c'était de ne pas dire assez de choses, mais j'ai eu pas mal de choses à dire, donc voilà, c'est bien. J'ai choisi l'explication de texte, je suis plus à l'aise avec ça, travailler sur quelque chose de concret. Ça s'est plutôt bien passé, le sujet n'était pas trop dur cette année, ça va. Toute la semaine, les candidats vont encore plancher sur les autres épreuves du bac. Pour savoir s'ils ont réussi en philo et dans les autres matières, il faudra attendre les résultats le 6 juillet prochain. Dans le dossier d'où la CFDT appelle au rassemblement samedi à Châteaulin. Principal mot d'ordre, les syndicats réclament le départ de la famille Doux de la gouvernance du groupe Volailler. Doux est actuellement en redressement judiciaire et le personnel craint des licenciements. Le rendez-vous est fixé samedi à 15 h, place de la Résistance à Châteaulin. On ouvre une page culturelle. Ce lundi, la scène nationale du Quartz à Brest a dévoilé sa programmation pour la saison 2012-2013. Le grand public est invité à découvrir les différents spectacles en images gratuitement tous les soirs jusqu'à mercredi à 19 h 30. Tout de suite, un aperçu. Alain Delon cesse de téléphoner. Au revoir. Alain Delon, non. On prend le large, nouveau bateau, nouvelle course. Michel Desjoyaux et son équipage ont largué les amarres samedi dernier, direction New York à bord du Mode 70 Foncia, un trimaran de 70 pieds. Le 6 juillet prochain, ils prendront le départ de la Chris Ocean Race, épreuve du championnat multi-one réservé à ce type de bateau. Erwan Lusso est monté à bord au départ de Port-la-Forêt. S'il a à peu près tout vécu sur les flots, Michel Desjoyaux n'est pas du genre à bouder son plaisir, surtout à la barre de son nouveau joujou, le Mode 70. D'ailleurs, il a pris le large ce week-end avec son équipage direction New York pour une toute nouvelle course, la Chris Ocean Race. C'est une nouvelle ère pour le multicoque de course au large. C'est une nouvelle ère pour moi ou un retour à mes amours d'avant, puisqu'on a quand même beaucoup navigué en multi il y a quelques années. Et puis c'est un nouveau circuit, c'est des bateaux monotypes, on sera 5 au départ de la Chris Ocean Race. Et ce sera la première course du championnat. Et c'est un peu ça qui nous excite. Et en plus on part de New York, ça va être top. En attendant, après une dizaine de jours de traversée, l'équipage fera escale à Newport, au programme entraînement et exhibition. Ce sont des bateaux qui sont très spectaculaires et il y a une petite particularité sur le championnat des modes 70. C'est que quand on va faire des régates côtières, que ce soit à Newport ou à l'arrivée à Brest, on emmènera pendant les compétitions des gens à bord de nos bateaux. Imaginez qu'un spectateur ait le droit d'aller sur un stade au milieu des joueurs pendant un match. Et ben là, c'est ce que ces personnes embarquées avec nous pourront vivre au cœur de l'action. Et ça, c'est une grande première. On pourra avoir jusqu'à 4 invités sur les modes 70 pendant les régates côtières. Départ de New York prévu le 6 juillet prochain pour une arrivée en plein pendant les tonnerres de Brest. Et le 16 juillet, les 5 bateaux s'affronteront à nouveau pour la Brest City Race. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité. Au revoir.